Bonjour à tous, on va voir aujourd'hui les facteurs de vulnérabilité suicidaire dans le cadre de ce cours destiné aux internes de psychiatrie de première année. Je n'ai pas de lien d'intérêt particulier à signaler qui pourrait influencer mon enseignement. Alors, je vais commencer par cette phrase très forte et tragique du romancier italien Cesare Pavese. Une bonne raison de se tuer ne manque jamais à personne. Alors, c'est dramatique parce que euh, Pavese s'est suicidé. Euh, mais finalement, elle illustre bien ce cours sur la vulnérabilité suicidaire, l'idée qu'il y a plein de raisons en réalité de se tuer si on considère que le suicide n'est qu'une simple réponse aux aléas de la vie, aux adversités de la vie. Euh, et de fait, les chiffres montrent que la grande majorité des gens ne mourront pas de suicide, ne tenteront pas de se suicider, ni même ne penseront pas au suicide. Hein. On voit ici au cours d'épidémiologie. Donc l'idée est que certaines personnes sont plus vulnérables ou de manière très précoce ou sont devenues vulnérables avec le temps, euh, plus vulnérables que d'autres aux aléas de la vie et plus à risque donc un jour de faire l'expérience d'une crise suicidaire dans un contexte difficile. Ça ne veut pas dire non plus que parce qu'elles sont vulnérables et parce qu'elles vivent des moments difficiles, elles doivent faire une crise suicidaire. On est encore dans un modèle très probabiliste, mais la probabilité est un peu plus augmentée qu'une personne qui ne serait pas vulnérable et qui rencontrerait les mêmes difficultés. Alors je vous remontre ce modèle stress-vulnérabilité qu'on a déjà vu lors du cours sur les facteurs de risque, donc je vous renvoie à ce cours pour les explications plus détaillées. Il y a des facteurs de stress d'un côté, des facteurs de vulnérabilité de l'autre, c'est ce qu'on va aborder dans ce cours. Et on va notamment se pencher sur quatre facteurs de vulnérabilité. Il y en a d'autres, vous les voyez cités, mais on va parler ici de l'histoire personnelle de tentatives de suicide, des maltraitances dans l'enfance, des traits et troubles de personnalité et de l'histoire familiale, ce qui nous amène aussi aux facteurs génétiques. Donc le premier facteur de risque, c'est une histoire personnelle de tentative de suicide. C'est un facteur de risque très très important, c'est probablement un des facteurs cliniques les plus prédictifs de suicide ultérieur. Une personne qui a fait une tentative de suicide sera très haut risque de refaire un geste et éventuellement de mourir de ce geste. Donc il est très important que systématiquement dans tout entretien psychiatrique, notamment lorsque vous rencontrez la personne pour la première fois, vous collectiez cette information. Avez-vous, monsieur, madame, dans le passé, fait une tentative de suicide? Il y a eu de nombreuses études qui ont été menées dans des populations très très différentes et qui ont très largement répliqué ce résultat. Alors je vous montre une de ces études, une étude finlandaise publiée en 2004. On a suivi 100 personnes après une tentative de suicide par overdose de médicaments. Et il y a eu un suivi très très long de 37 ans, et après 37 ans, 13 personnes étaient décédées de suicide, ce qui représente donc 13% de la population initiale. C'est à peu près le chiffre qu'on retrouve en général, c'est-à-dire à peu près 10% des personnes qui ont fait une tentative de suicide mourront au long cours de suicide. Alors dans cette étude, c'était 6 femmes sur 71, c'est-à-dire 8% des femmes, et 7 hommes sur 27, soit 26% des hommes, et on retrouve, vous voyez, le ratio bien connu de 3 hommes pour une femme. Alors, vous voyez sur le graphique de droite, euh, le moment où tous ces suicides ont eu lieu, globalement, est par sexe. Et ce qui est très intéressant, c'est d'observer que les 2 tiers des suicides ont eu lieu au moins 15 ans après l'acte initial. Parce qu'on pourrait se dire finalement, euh, les gens ont fait un geste suicidaire, ils sont toujours en crise suicidaire, et donc ils refont un geste et ils meurent. Et c'est vrai, ça arrive. Et on verra dans un autre cours qu'il y a un risque de décès par suicide, par exemple à la sortie de l'hôpital psychiatrique. Donc les gens sont hospitalisés pour risque suicidaire, mais il y a un pic de suicide après la sortie de l'hospitalisation. Donc quand on est à risque suicidaire, on peut l'être pour un certain temps. Et donc pendant ce temps-là, on est à risque de refaire des gestes suicidaires.
Mais néanmoins, dans cette étude, on voit que beaucoup de suicides ont eu lieu des années après le geste initial. Donc on peut penser que ces gens étaient suicidaires, ne l'ont plus été, puis à l'occasion de nouveaux problèmes dans la vie, sont redevenus suicidaires, ont refait un geste, et cette fois-ci sont morts de suicide. Donc vous voyez l'idée que quand on a fait un geste suicidaire, ben, finalement la vulnérabilité nous a amené à faire ce geste, et peut-être d'ailleurs le fait même d'avoir fait le geste nous rend encore plus vulnérables, parce qu'on a déjà cette expérience, et donc on reste vulnérable au long cours. Ceci dit, il faut garder en tête une chose, comme on l'a dit, il y a 10% des gens qui ont fait un geste suicidaire qui vont mourir de suicide, c'est-à-dire que 90% ne mourront pas de suicide. C'est un facteur de risque statistique, mais la majorité des gens qui font une tentative de suicide ne mourront jamais de suicide. Et la deuxième chose, c'est que si vous regardez les gens qui sont morts de suicide, eh bien la moitié sont morts au premier geste. C'est-à-dire n'avaient aucun antécédent de tentative de suicide personnelle. Donc l'histoire personnelle de tentative de suicide, c'est un facteur de risque, mais dans le sens positif, c'est-à-dire que si vous avez ce facteur de risque, vous êtes à un risque augmenté, mais ça ne marche pas à l'envers. C'est-à-dire que si vous n'avez pas ce facteur de risque, ça ne réduit pas votre risque suicidaire. Vous pouvez très bien mourir au premier geste. Alors, je vais vous présenter les résultats d'une étude française publiée en 2020 à laquelle j'ai collaboré et qui a étudié le risque de récurrence de tentatives de suicide et la mortalité un an après une hospitalisation pour un geste auto-infligé, bon, donc essentiellement des tentatives de suicide, mais pas seulement. C'est une étude qui a été menée au niveau national en France. Donc, on a utilisé les données de ce qui s'appelle le SNDS, le Système national des données de santé, c'est-à-dire des données administratives, qui ont permis d'identifier 136 451 personnes hospitalisées en 2008-2009 pour un geste auto-infligé. 62,8% de femmes avec un âge médian à 38 ans, ce qui est habituellement ce qu'on retrouve. Une distribution des gestes par âge et sexe, vous voyez sur le graphique, est très similaire à ce qu'on a vu lors du cours en épidémiologie, hein, donc avec ce grand pic de tentatives de suicide ou de gestes auto-infligés chez les adolescentes de 16 ans, puis un nouveau pic moins important autour de 45 ans chez les femmes et un pic unique autour de 40-50 ans un petit peu plus précoce chez les hommes. 82% des gestes suicidaires avaient été réalisés sous forme d'une intoxication médicamenteuse et 13% avaient dû être hospitalisés en soins intensifs. À l'issue de ce premier passage à l'hôpital, 71% étaient retournés à domicile et un quart à peu près avait été orienté vers la psychiatrie. Vous voyez, ça, c'est un reflet un peu de notre pratique de personnes que nous recevons pour gestes auto-infligés. Donc voici les résultats de cette étude. Donc dans l'année qui suit la tentative de suicide, 12,4% vont réitérer leur geste. Je vous rappelle qu'on préfère la réitération au terme de récidive suicidaire qui est un peu trop connoté judiciaire. Donc 12,5%, un chiffre à sous-estimer puisqu'on ne compte que les tentatives de suicide hospitalisées et correctement codées. Alors ce qui est intéressant, c'est que les 3 quarts avaient lieu dans les 6 mois qui suivent la tentative de suicide. Ce qui soutient un des axes de la stratégie nationale de prévention du suicide que je vous présenterai dans un autre cours, qui est vigilance, qui consiste à rappeler les gens et à les suivre pendant les 6 mois qui suivent une tentative de suicide. Vous voyez, c'est justifié parce que les 3 quarts des réitérations ont lieu durant cette période. Alors en termes de décès, 2,6% seront décédés. Et ce qui est très intéressant, c'est que donc 2,6%, c'est un chiffre très très important, mais ce qui est très intéressant aussi, c'est que la plupart ne sont pas par suicide. Seulement un tiers, c'est environ 1%, qui vont mourir de suicide, et les autres par de causes naturelles et un peu d'accidents. Donc ça, c'est une chose qui est bien connue, c'est que les personnes qui font des tentatives de suicide sont en mauvaise santé physique, et on en a déjà parlé dans un cours précédent. Il faut absolument, lors du suivi, lors d'une hospitalisation, lors d'un suivi en externe, favoriser l'engagement dans des soins somatiques, faire le point sur le plan somatique et éventuellement organiser les soins.
En termes de décès, là également, la plupart survenaient dans les 6 premiers mois. Donc les 6 premiers mois après une tentative de suicide semble être la période la plus à risque, ou de récidive, ou de réitération pardon, suicidaire, ou de décès. Alors, pour ce qui est des suicides, 70% avaient lieu par moyens violents. Je vous rappelle hein, ce que je vous ai dit à la diapo précédente. 80% des tentatives de suicide, ce sont des moyens non violents, essentiellement une prise de médicaments. Mais on voit bien que le choix du moyen suicidaire influence grandement euh, l'issue du geste, puisque dans le cas du suicide, on n'est pas à 80% d'overdose de médicaments, on est à 70% de choix de moyens violents, c'est-à-dire pendaison, arme à feu, arme blanche, saut d'une hauteur, noyade, etc. Seulement 30% de concordance, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la plupart des gens avaient, entre le premier geste et le geste qui a conduit au décès, changé de moyen. Alors on a étudié évidemment les facteurs de risque suicidaire, on a retrouvé les facteurs habituels, un âge plus avancé, le sexe masculin, le fait d'avoir choisi un moyen violent lors de la première tentative de suicide, ou d'avoir été hospitalisé aux soins intensifs à l'occasion de la première hospitalisation. Alors ça c'est intéressant parce qu'on repère deux sous-groupes de suicidants, hein, ceux qui ont choisi un moyen violent et ceux qui ont été hospitalisés aux soins intensifs, qui semblent avoir un sur-risque par rapport aux suicidants, qui eux-mêmes sont à risque euh, de mourir de suicide. Donc ça peut être intéressant en termes d'organisation des soins. Alors également ceux qui ont été transférés en psychiatrie, alors on comprend que ce soit des gens plus fragiles ou plus à risque, c'est pour ça qu'ils sont allés en psychiatrie. Ce qui est dommage, c'est de se dire que à la sortie de la psychiatrie, ils ne récupèrent pas un risque comparable à ceux qui n'ont pas été hospitalisés en psychiatrie, hein, aux suicidants qui n'ont pas été hospitalisés en psychiatrie. Donc l'hospitalisation en psychiatrie peut-être réduit le risque. S'il n'y en avait pas eu, peut-être le risque aurait été bien plus grand. Mais en tout cas, il ne réduit pas à des niveaux de gens qui n'ont pas eu besoin d'être hospitalisés. Et enfin, ceux qui ont récidivé dans l'intervalle. Donc ça, c'est très important. Une personne qui va faire une tentative de suicide et puis qui revient pour une autre tentative de suicide quelques jours ou quelques semaines après est à risque de finir par mourir de suicide. Très clairement, ce qui lui a été proposé à l'issue du premier geste n'a pas été satisfaisant, il faut revoir ça. Alors le dernier résultat qui est en rouge, c'est que malheureusement la valeur prédictive est très très mauvaise hein, de chacun de ces facteurs de risque. Moins de 2%, ça veut dire quoi? Valeur prédictive positive, c'est que si on a le facteur de risque, quelle est la probabilité que le suicide a lieu? Vous voyez, chacun de ces facteurs ne prédit que moins de 2% des cas de suicide. Alors évidemment, dans la pratique quotidienne, on ne prend pas en compte qu'un seul facteur de risque, mais plusieurs facteurs de risque. Vous voyez, alors on reparlera de la question hein, du facteur de risque et comment on intègre ça à l'évaluation du risque suicidaire. On verra ça dans un autre cours. Alors, voici une étude publiée en 2014 de Carroll et collaborateurs, qui est une méta-analyse hein, de 177 études. Et la question est quel est le risque de suicide après une tentative de suicide et quel est le risque de refaire une tentative de suicide. Alors, le risque de suicide dans cette étude était estimé à 1,6% à 1 an et quasiment 4% à 5 ans. Et le risque de faire une tentative de suicide était de 16,3% à 1 an. Donc, vous voyez, en termes de tentative de suicide, on est à peu près pareil pour l'étude française. Nous, on avait un risque de suicide qui était un petit peu plus faible que dans cette étude, que dans cette méta-analyse à 1 an. Bon, cette étude montrait aussi qu'il y avait une grande variabilité hein, en termes de risque de suicide à 1 an ou à 5 ans, ou de tentative de suicide à 1 an entre les études. Alors, deuxième facteur de risque très important, ce sont les troubles et traits de personnalité. Bon, la personnalité, juste pour rappeler que c'était un ensemble de caractéristiques observables, plus ou moins stables dans le temps. Hein. Longtemps, on avait pensé que la personnalité, c'était parfaitement stable. On sait qu'aujourd'hui, ça n'est pas du tout le cas. Il y a beaucoup de traits de traits pathologiques qui vont disparaître avec le temps. Notre personnalité change avec le temps, hein, qu'elle soit pathologique ou pas, cette personnalité. Et ça définit un sujet donc dans sa relation aux autres et à soi, et donc c'est tout à fait évidemment pertinent pour la compréhension du suicide. On a dit dans un cours précédent que les conflits interpersonnels étaient un facteur de risque majeur, et donc la perception des relations aux autres
et à soi-même est tout à fait importante pour la compréhension des mécanismes qui mènent aux crises suicidaires et au passage à l'acte. Alors on estime que à peu près 20 à 40% des personnes qui se suicident ont un trouble de personnalité. Plus souvent, le plus fréquent, ou les deux troubles les plus fréquents sont les troubles de personnalité limite, borderline, et le trouble de personnalité antisocial. Et donc l'association d'un trouble de personnalité à un autre trouble mental, comme une dépression, augmente le risque suicidaire. Donc les troubles de personnalité, malheureusement, ce sont des personnes qui induisent un grand contre-transfert très négatif de la part des soignants. Euh, et pourtant, ce sont des gens qui sont à très haut risque de suicide, donc qui mériteraient beaucoup plus d'aide et de soins. Mais souvent, ils dépassent les capacités des services qui sont déjà extrêmement en tension. Ils demandent beaucoup, beaucoup d'attention. Alors, qu'est-ce qui finalement contribue au risque suicidaire dans ces troubles de personnalité? Ben, ce sont certains traits de personnalité. C'est tout ce qui est mauvais contrôle des émotions et des comportements, donc tout ce qui est de l'ordre de l'impulsivité et de l'agressivité. Et les deux augmentent encore le risque, donc les gens qui sont impulsifs et agressifs sont plus à risque euh, de mourir de suicide. Alors, ce qui est intéressant, on reviendra là-dessus à l'occasion du cours sur la neurobiologie du suicide, c'est que l'impulsivité et l'agressivité sont sous-tendues par la sérotonine, qui est très largement impliquée dans le risque suicidaire. Et ce sont des traits qui sont plus marqués chez les jeunes. Donc c'est plutôt des traits associés au suicide d'adolescents ou de jeunes adultes plutôt qu'au suicide de sujets âgés. Alors c'est moins le cas pour la tendance au pessimisme, par exemple, qui est un trait de personnalité plus associé au suicide de sujets adultes plus âgés. Voilà, alors c'est très important, ces traits, ça pose la question évidemment de leur définition précise. Par exemple, l'impulsivité a donné lieu à plein de définitions, et puis à leur mesure. Comment on mesure l'impulsivité? On se base largement sur ce que rapporte la personne, vous voyez, ou ce qu'on observe vaguement lors d'une consultation, et ce qui est vraiment euh, très, très incertain finalement. Donc on a un peu tendance à aller trop vite sur l'impulsivité, oui, par exemple. Alors, autre facteur de risque qui augmente la vulnérabilité, les aspects de vulnérabilité sont les maltraitances dans l'enfance. Alors, c'est un problème majeur de santé publique. Je vous donne quelques chiffres, qui sont peut-être un peu anciens, enfin qui donnent une idée du phénomène qui est majeur. Peut-être de 4 à 16% des enfants seraient victimes de maltraitance physique, 10% de négligence ou de maltraitance psychologique, 5 à 10% des filles, jusqu'à 5% des garçons d'abus sexuels. Ça représente un nombre considérable euh, d'enfants qui vont subir des stress majeurs, dramatiques, dans une période précoce de leur vie. Alors, gardons en tête que vivre des maltraitances physiques, psychologiques, sexuelles de manière précoce ne vous prédispose pas à des problèmes euh, certains à l'adolescence et à l'âge adulte. Heureusement, certains vont s'en sortir. Ce qui nous concerne ici, c'est tous ceux qui ne vont pas s'en sortir. Ils sont malheureusement nombreux et ils vont avoir un certain nombre de problèmes psychologiques, mais aussi beaucoup de problèmes physiques et d'ordre sexuel dès l'adolescence et à l'âge adulte. Il y a un risque de revictimisation à l'âge adulte, euh, c'est-à-dire de redevenir une victime, par exemple, dans un couple, à l'occasion d'un couple. Il y a aussi un risque que les personnes qui ont été maltraitées maltraitent eux-mêmes leurs propres enfants. Alors c'est un risque, là aussi ça ne veut pas dire que toutes vont le faire, et certains vont être des parents soucieux, euh, euh, et soucieux notamment de ne pas répéter ce que eux-mêmes ont vécu. Donc on voit toute chose, il ne s'agirait surtout pas de faire des raccourcis qui seraient dramatiques, de considérer que les personnes maltraitées vont forcément maltraiter leurs enfants, ce serait catastrophique. Ce sont des choses qui peuvent arriver, parce qu'eux-mêmes ont des modèles euh, parentaux qui sont problématiques, évidemment. Mais avec un accompagnement, les choses peuvent très bien se passer. Alors,
Les chiffres sont difficiles à obtenir. On pense qu'à peu près 30% des personnes qui se sont suicidées ont vécu des maltraitances dans l'enfance. Donc, n'est pas la majorité, mais c'est un grand nombre de personnes. Alors très 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 schématiquement, l'idée est que lorsqu'on a vécu des maltraitances dans l'enfance, et qu'on n'a pas suffisamment de facteurs de résilience, eh bien ça va induire des problèmes dans le développement normal de la régulation des émotions, des affects, des comportements, des relations à autrui. Euh, et ça va garder une empreinte au long cours. Alors on va le revoir dans un instant, dans une diapo suivante. Outre les aspects sociaux et psychologiques, si vous voulez, on pense qu'aujourd'hui, ça va entraîner une marque finalement biologique par des phénomènes épigénétiques. Donc on y revient dans un instant. Alors un autre facteur, ce sont donc les facteurs familiaux. Euh, Vous rencontrerez au cours de l'exercice de la psychiatrie des personnes qui vont vous rapporter de nombreux cas de suicide dans leur famille biologique. Ça c'est important de toujours de reprendre l'histoire familiale, de prendre le temps lors de la première consultation de faire l'histoire familiale de suicide. Et une histoire familiale de suicide est associée à un risque augmenté de suicide. Alors je vous donne ici un exemple fameux, hein, qui est l'exemple d'Ernest Hemingway, le romancier américain. Ernest avait un père qui s'appelait Clarence, qui était un médecin et qui s'était suicidé par une arme à feu. Donc lui, Ernest, s'est suicidé en 1961, probablement à la suite d'une première dépression qui a été mal soignée, et s'est suicidé par arme à feu dans sa maison de campagne dans l'Idaho, je crois. Et 5 ans après, en 66, sa sœur Ursula s'est suicidée. Quelques années après, son frère Leicester, qui était lui aussi médecin, s'est suicidé. Alors Ernest, il a eu plusieurs enfants qui, à ma connaissance, ne sont pas suicidés. Alors il avait un fils qu'il aimait beaucoup, qui s'appelait Grégory, et qui aimait se travestir et se faire appeler Gloria. Alors je dis ça parce qu'en fait, Gloria a été récupérée, alcoolisée, sur la voie publique par la police, mis dans une cellule euh, où il est décédé. Et on a pensé longtemps que ça pouvait être un cas de suicide, mais probablement c'était un accident. Par contre, une de ses petites filles, Margot, euh, s'est suicidée. Alors Margot, elle a une sœur qui s'appelle Marielle, et Marielle a dit, ou écrit, l'alcoolisme et le suicide semblent être quelque chose dont nous, les Hemingway, avons hérité. Marielle est, fait la promotion de la prévention du suicide, et puisqu'elle a les moyens, elle a aussi évité de travailler dans le milieu du showbiz où elle avait commencé à travailler. Elle a une vie très calme et tranquille, elle fait du yoga très régulièrement, d'autres pratiques. Donc l'idée c'est, je suis peut-être très très vulnérable par ma famille, il y a de l'alcoolisme qui se balade, il y a de la dépression, il y a du suicide, mais je peux réduire mon risque suicidaire, même avec des facteurs de vulnérabilité, si je réduis les facteurs de stress. Vous voyez, donc il y a pas de destin suicidaire. Alors il y a eu des études scientifiques pour examiner cette question du caractère familial du suicide, et une des plus connues, publiée en 1985 dans le JAMA par Egland et Sussex, c'est l'étude des Amish de Pennsylvanie. Alors vous connaissez sûrement cette histoire, hein, c'est une secte religieuse qui est venue de l'Est de la France, de l'Allemagne et de la Suisse, qui a immigré parce qu'elle a été persécutée aux États-Unis, et qui a décidé de continuer à vivre comme au XVIIIe siècle, selon les mêmes coutumes, et ne pas du tout embrasser le mode de vie moderne que nous connaissons. Alors c'était très intéressant pour deux raisons, c'est que les Amish ont des registres de mortalité qui sont très très précis depuis leur arrivée, donc on peut étudier l'ensemble des familles. Et la deuxième chose, c'est qu'ils ont quand même des facteurs de protection. D'abord, ils ont une forte cohésion sociale, pas de gens isolés.
L'alcool, le tabac est interdit. Et donc ce sont des gens qui ont une pratique religieuse, et j'en ai pas parlé jusqu'à présent, mais la religion est un facteur protecteur statistiquement du suicide. Et donc Egland et Sussex ont examiné toutes ces familles amish depuis sur plusieurs décennies, et ils ont observé qu'il y avait 4 familles qui regroupaient l'ensemble des cas de dépression. 4 familles seulement, mais que les cas de suicide ne se trouvaient que dans une seule de ces familles. Donc ça a conduit à l'idée que finalement, certes, le suicide était associé à la dépression, mais vous voyez, il n'est pas associé euh, au hasard tout à fait. Donc il semble avoir tendance à se clustériser dans certaines familles plutôt que d'autres. Alors depuis, il y a eu beaucoup d'autres études dites d'épidémiologie génétique, et il y a 3 types d'études. Il y a les études familiales, de jumeaux et d'adoption. Alors les études familiales nous indiquent qu'il se passe quelque chose dans les familles, mais on ne sait pas quoi, parce que évidemment se transmettent dans les familles beaucoup de choses, des gènes, mais aussi des manières d'être, des comportements, des modèles, et puis des violences, des maltraitances, ce genre de choses. Alors il y a eu deux autres types d'études qui ont été menées, qui sont les études de jumeaux et d'adoption. Dans les études de jumeaux, on regarde le taux de concordance pour un phénotype donné, par exemple le suicide, chez des jumeaux monozygotes qui partagent quasiment 100% de leurs gènes, et des jumeaux dizygotes qui sont comme n'importe quel frère et sœur qui partagent à peu près 50% de gènes. Et on montre en fait que les jumeaux dizygotes ont un taux de concordance qui est plus important que les jumeaux dizygotes. Donc l'hypothèse, hein, qui est quand même discutable, est que les jumeaux sont toujours élevés de la même manière. Bon, c'est très discutable parce qu'autant on peut se dire les jumeaux monozygotes sont élevés de la même manière, sûrement, s'ils se ressemblent beaucoup. On sait bien toutefois que même s'ils partagent beaucoup de gènes et qu'ils sont nés euh, le même jour, les jumeaux sont eux-mêmes différents, des tempéraments différents. Et sûrement, du coup, ne sont pas élevés exactement de la même manière. En tout cas, c'est encore plus vrai pour les jumeaux dizygotes, hein, surtout quand le sexe est différent. Il y a des grandes chances qu'en fait, ils ne soient pas tout à fait élevés exactement de la même manière. Bon, enfin, en tout cas, il y a une concordance qui est bien plus importante chez les monozygotes que chez les dizygotes, suggérant qu'il y avait quand même que les facteurs génétiques sont en jeu. Et puis le dernier type d'études sont les études d'adoption. C'est-à-dire cette fois-ci on regarde quel est le risque de suicide chez les personnes qui ont été adoptées dès la naissance, hein. Et le risque de suicide à la fois dans la famille adoptante, donc qui a partagé de nombreuses années ensemble, mais qui ne partage pas de gènes, et la famille biologique, qui n'a pas élevé l'enfant, mais qui partage des gènes et qui partage un tout petit peu d'environnement, qui est l'environnement précoce de la mère, hein, quand l'enfant est dans le ventre de sa mère. Et ces études, qui sont rares et compliquées à mettre en œuvre, mais il y en a eu dans le cas du suicide, et ont montré que le risque de suicide des enfants adoptés est proche du risque de suicide des familles biologiques, ou des parents biologiques plutôt, que des parents adoptifs, montrant qu'il y a un rôle important, il y a un rôle de facteur génétique probablement. Alors ça a été calculé, hein, on a calculé l'héritabilité. L'héritabilité, vous savez, c'est la part génétique qui explique la variabilité. Et pour le suicide, on a estimé qu'il y avait à peu près 20% d'héritabilité qui était liée au suicide, 30% aux maladies mentales comorbides, hein. On a dit que dans le cas du suicide, il y avait dans plus de 90% des cas une maladie mentale associée. Ce qui veut dire qu'il y a 50% qui sont liés à des facteurs environnementaux. Donc, vous voyez, le suicide a un soubassement génétique, mais très clairement, il n'est pas majoritaire. Les facteurs environnementaux ont une part considérable dans l'occurrence des suicides. Et autre chose qui a été montrée, très intéressant, c'est que probablement cette transmission des facteurs génétiques, elle s'est faite en parallèle à la transmission de traits de personnalité, ce qu'on a vu tout à l'heure, notamment la tendance à l'impulsivité et l'agressivité.
C'est-à-dire qu'on transmet dans la famille des gènes qui sont par ailleurs des gènes qui codent pour, par exemple, la sérotonine et plus loin pour l'impulsivité et l'agressivité. Donc c'est des choses qui se transmettent dans les familles et qui expliquent en partie qu'on retrouve des familles avec plusieurs cas de suicide. Alors on en reparlera à l'occasion du cours sur la neurobiologie du suicide, mais il est possible aussi qu'il y ait une transmission de facteurs cognitifs, hein, de type prise de décision risquée. Voilà, c'est des choses que j'ai étudiées et que je vous présenterai un petit peu plus tard. Donc se transmet dans la famille beaucoup de choses, notamment des gènes, notamment des traits de personnalité, notamment une biologie particulière, et puis aussi associé à ça des manières d'être au monde, de se percevoir, d'interagir avec les autres, et aussi malheureusement des maltraitances parfois et des choses comme ça qui vont évidemment avec l'impulsivité et l'agressivité. Alors, euh, évidemment, c'est plus compliqué que ça. Il y a des facteurs génétiques, certes, mais d'abord, c'est quoi ces facteurs génétiques? Parce que l'épidémiologie génétique nous dit, voilà, il y a des facteurs génétiques, mais elle ne nous dit pas lesquels. Alors, il faut aller les chercher. Bon, ce qu'on sait très clairement, c'est qu'il n'y a pas un gène du suicide, évidemment. Ce n'est pas une maladie monogénétique, comme toutes les conditions psychiatriques. C'est un ensemble de petites variations génétiques. Donc chaque variation ayant un tout petit effet. C'est la combinaison de ces variations qui fait l'effet. Euh, pour compliquer les choses, il est possible qu'en fait, il y ait plusieurs types d'associations de variants génétiques qui expliquent le risque. Vous voyez, ça devient compliqué à essayer d'identifier ça. Bon. Et puis, c'est pas qu'une histoire de gènes, on l'a dit, et en fait, c'est probablement une histoire d'une interaction complexe entre les gènes et l'environnement. Alors, il y a une étude très connue par Caspi, qui a été publiée dans Science en 2003, euh, et qui a utilisé les données de la grande étude de cohorte de Dundee en Nouvelle-Zélande. Donc en 72-73, je crois, ils ont commencé le recrutement de tous les enfants nés cette année-là et les suivre jusqu'à aujourd'hui. Et mesurer énormément de choses, évidemment la santé mentale, mais aussi la santé physique, différentes mesures diverses et variées, et puis aussi des facteurs génétiques. Donc, ça a donné lieu à énormément d'études, hein, c'est une fantastique étude. Alors une de ces études nous concerne un petit peu plus en direct. Ils ont regardé l'interaction entre un variant génétique et les événements de vie stressants. Alors ce variant génétique, variant très connu aussi, qui a donné lieu à beaucoup de publications, qui s'appelait il y a plusieurs noms, mais un des noms c'est le 5-HTT-LPR. Donc c'est un petit variant qui se trouve au niveau de la région promotrice du gène du transporteur de la sérotonine. Donc le même transporteur qui recapture la sérotonine après sa libération et qui est inhibé par les antidépresseurs. Alors cette variation, c'est une séquence qui est courte, donc on appelle S, ou qui est plus longue, qu'on appelle L. Alors comme on a deux euh, formes, bien chaque individu peut être SS s'il a deux formes courtes, SL ou LL. Et on avait montré que les gens qui étaient SS sont plus sensibles finalement à leur environnement. D'ailleurs, pas seulement à l'environnement négatif, sont aussi plus sensibles à l'environnement positif. Donc être SS par rapport à être LL, ça avait été associé à plus d'anxiété, plus de tempérament négatif, etc. Alors ils ont regardé ça, ils ont regardé comment ça interagissait avec le fait d'avoir des événements de vie stressants récents, alors 0, 1, 2, 3 ou plus de 4. Et ce que montre cette étude, alors vous avez quatre mesures différentes, mais les résultats sont les mêmes pour les quatre mesures, hein, que ce soit les symptômes dépressifs, la probabilité d'un épisode dépressif majeur, la probabilité d'avoir des idées suicidaires ou de faire un geste suicidaire, et puis un rapport de dépression fait par un informateur externe. Et on trouvait la même chose. On trouvait qu'il y avait une interaction entre ce variant génétique et le nombre d'événements de vie stressants. Alors une interaction, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut les deux pour que le risque soit majeur. Prenons plus précisément, si on est LL, eh bien l'augmentation du nombre d'événements de vie stressants n'augmente pas de manière majeure le risque de aucune de ces mesures.
Euh, Si vous prenez juste les événements de vie stressants, eh bien, ne pas avoir d'événements de vie stressants n'est pas associé à plus de risques si on est SS que si on est LL. Par contre, si on a beaucoup d'événements de vie stressants et qu'on est SS, on a un risque bien plus important que si on a beaucoup d'événements de vie stressants et si on est LL. Donc, vous voyez, l'idée est que même si on est vulnérable sur le plan génétique, eh bien, si on n'a pas de facteur de stress, on n'a pas une augmentation majeure du risque par rapport aux gens qui sont moins vulnérables. Par contre, c'est dans les conditions où on a beaucoup de stress que là, la différence va se faire. Et donc, les gens les plus vulnérables vont exprimer le plus de dépression ou d'idées suicidaires. Alors, c'est un résultat qui n'a pas toujours été répliqué, c'est compliqué à faire, mais qui donne un peu cette idée, vous voyez, qu'il y a des facteurs de vulnérabilité, des facteurs de stress, et si on en prend deux, le nombre d'événements de vie stressants et un variant génétique, on voit que c'est une interaction complexe. Alors, dernière diapositive dont je vous ai parlé tout à l'heure, les conséquences neurobiologiques des abus dans l'enfance qui passeraient par des mécanismes épigénétiques. Alors, l'épigénétique, c'est un champ très complexe qui s'est développé depuis une vingtaine d'années. C'est-à-dire qu'on a montré qu'au-delà des gènes et des variants génétiques qui se transmettent, eh bien, il y a tout un mécanisme, toute une mécanique extrêmement complexe qui implique beaucoup de processus et qui va modifier l'expression de ces gènes, ce qu'on appelle les mécanismes épigénétiques. Et cette épigénétique, elle peut être influencée par beaucoup de choses, notamment par l'environnement. Alors, l'environnement physique, l'environnement nutritionnel, l'environnement biologique, l'âge, mais aussi des événements comme des maltraitances dans l'enfance. C'est ce qui a été étudié dans ce papier très connu, publié en 2009 dans Nature Neuroscience. Donc, ce qu'ils ont regardé, c'est euh, ils, ont, ils ont pris des gens qui étaient donc décédés ou de suicide ou d'une autre raison. Et ils ont regardé précisément l'hippocampe, qui est une région impliquée dans la mémoire. Donc, ça faisait sens pour des événements anciens. Et dans un premier temps, ce sont les graphiques en haut, ils ont regardé l'expression du récepteur au glucocorticoïde, donc un des grands axes biologiques du stress. Et ils ont regardé cette expression et vous voyez, ils montrent qu'il y a une expression qui est diminuée chez les personnes qui sont mortes de suicide et qui avaient très probablement vécu des maltraitances dans l'enfance. En comparaison de personnes qui sont décédées de suicide mais qui n'avaient pas vécu d'abus dans l'enfance, très probablement, et de sujets qui étaient décédés d'autre chose que du suicide et qui n'avaient pas non plus de maltraitance dans l'enfance. Et dans un deuxième temps, ce qu'ils ont regardé, c'est le niveau de méthylation, qui est un de ces mécanismes épigénétiques, au niveau de la région promotrice du même gène dans l'hippocampe. Et ils montrent, vous voyez, c'est le graphique en bas à gauche, qu'il y a une augmentation du niveau de méthylation de ce promoteur uniquement chez les personnes qui sont décédées de suicide et qui ont une histoire d'abus dans l'enfance, de maltraitance dans l'enfance. Vous voyez, il y a quelque chose qui semble associé, non pas au suicide, mais spécifiquement au fait d'avoir vécu des maltraitances dans l'enfance, comme si c'était, vous voyez, une signature, une marque qui était restée euh, au long cours, qui était restée au long cours et qu'on peut continuer à mesurer alors que les sujets sont devenus adultes. Et vous noterez que du coup, on voit bien qu'il y a une différence entre les personnes suicidées avec ou sans maltraitance dans l'enfance, donc qui conduit à l'idée qu'effectivement, même sur le plan clinique, mais aussi sur le plan biologique, il y a des suicides. Et ça rejoint un livre que je vous ai conseillé de lire d'un sociologue, très loin de ce champ de recherche, mais qui parlait lui aussi des suicides, c'est Jean Bechelot. Voilà, donc vous voyez, on fait des liens avec des choses qui sont très très différentes et il y a plus de 40 ans de différence. Voilà ce que je voulais vous dire rapidement sur les facteurs de vulnérabilité suicidaire. Et je vous souhaite une très bonne journée.